Un webinaire sur créer et transformer l'activité pour répondre aux besoins sociaux en Île-de-France. Pour faire un peu la genèse du projet, rapidement, c'est un événement qui était en réflexion, je dirais en gestation depuis la mi-2020 en réalité, suite au partage entre les différents membres de la task force de l'IAE et entre les réseaux du Graphi, donc je reviendrai là-dessus, sur, certaines faiblesses inhérentes à l'économie francilienne, remises en lumière par la crise Covid. Bon, ce sont des constats connus, hein, ce ne sont pas des scoops. En quelques points, une économie régionale particulièrement dépendante de réseaux de production, distribution extra-Île-de-France, pouvant engendrer donc des situations de pénurie, de chômage partiel, que nous avons connues lors des différents confinements. Une économie dynamique mais éloignée des besoins de la population, incluant une partie des franciliens, les excluant plutôt, étant donc en situation de précarité, en cause notamment la faiblesse des circuits courts, le fait que beaucoup d'habitants, beaucoup de franciliens étant obligés de travailler en dehors de leur zone de vie, alors que l'économie est pourtant dynamique. Et enfin, un maillage territorial des structures d'insertion. N'hésitez pas à couper vos micros, s'il vous plaît, si vous n'intervenez pas. Un maillage territorial des structures d'insertion assez dense, mais enfin même oui, plutôt dense, mais insuffisant face à des besoins territoriaux, on a des besoins sociaux en accroissement. Juste pour vous donner un chiffre, 500 000 franciliens au chômage de longue durée fin 2020. Donc effectivement, ça fait beaucoup de besoins d'accompagnement. Face à ce constat, la région Île-de-France se mobilise depuis mars 2020 pour accompagner la relocalisation en Île-de-France de certaines prestations. Dans ce cadre, elle cherche à ce qu'un maximum d'entreprises de l'ESS aient la possibilité de devenir fournisseurs, sous-traitants sur de nouvelles prestations, saisissant ainsi les opportunités qui ne manqueraient pas de se présenter avec le retour à l'emploi, avec le retour des entreprises à la faveur du plan relocalisation. Florent Soulès, chef de la mission ESS et développement inclusif du Conseil régional en Île-de-France, nous présentera en première partie c'est la stratégie de la région en la matière. Est-ce que tu peux juste passer le slide, s'il te plaît? Juste encore un peu, s'il te plaît. Merci. Donc voilà, dans le point 1. Et dans ce point également, l'intervention de Cédric Hervé, coordinateur national ESS à la Fondation de l'Armée du Salut, qui nous donnera à voir un exemple de coopération IAE entreprise en réponse aux besoins sociaux dans les territoires. Également, donc, comme vous le savez, comme je l'ai dit en tout début de ce webinaire, où le Graphi Direct et Région avait formé en juin, ou plutôt en avril dernier, une task force de l'IAE afin de permettre au secteur d'être accompagné face à la crise liée au Covid-19. Dans la perspective d'outils SIE partenaires, cette task force de l'IAE avait élaboré entre avril et juillet dernier une étude sur les besoins sociaux en Île-de-France. La task force a ainsi construit une base de réflexion utile sur les enjeux régionaux en matière de lutte contre l'exclusion et aborder enfin, ces enjeux qui ont été abordés sous toutes leurs facettes, précarité alimentaire, accès au logement, précarité énergétique, etc. C'est justement Nicolas Auzière de Coras Île-de-France qui synthétisera ses conclusions de la seconde partie de la visioconférence. Et Tarek Daher, délégué général du CNLRQ, interviendra en suivant sur la démarche de création des régies de quartier, afin d'illustrer la mobilisation d'acteurs pour développer les services de proximité. Enfin, donc, comme vous le voyez dans le grand 3, il s'est avéré que la construction de réponses face aux besoins sociaux, c'est autant de possibilités d'activités pour les SIE dans leur territoire d'implantation. Afin de leur permettre d'y répondre au mieux, le Graphi cherche à guider les structures dans leur réflexion sur des réorientations stratégiques, excusez-moi, et le développement de nouvelles activités pour faciliter le passage à l'action. Dans un contexte où de nombreuses SIE ont dû et doivent toujours adapter leurs activités aux bouleversements induits par la crise, l'accompagnement des structures dans la consolidation de leur modèle économique est d'autant plus important, selon nous. Cet enjeu, donc, qui est très lié aux impacts de la crise Covid, en suit un autre
qui lui est suivi par le GRAPHI depuis plusieurs années déjà, qui est la diversification de l'activité, enfin des secteurs d'implantation des SIAE. Dans cette partie, c'est Nicolas Flescourt, chargé de projet à l'âge, qui nous parlera d'un projet de développement d'activité dans un nouveau secteur mené depuis quelques années maintenant, par Allage depuis bien 3 ans, je pense, qui est Fleur d'Allage. Et enfin, Jonathan Leveug de France Active interviendra enfin pour présenter l'offre d'un acteur francilien majeur de l'accompagnement en soutien aux structures d'insertion qui ont de nouveaux projets ou qui développent, que ce soit de développement ou de réorganisation stratégique. J'invite maintenant Madame Oulès à nous présenter le programme de la région de relocalisation industrielle des entreprises et dans ce cadre de partenariat entreprises sous-traitants inclusifs. Merci Merci à beaucoup. vous et bon et bien. Voilà. Merci beaucoup Dominique. Alors je crois que c'est vous Nicolas qui passez le support. Donc je vous dirai quand on passe les slides si on peut démarrer sur mon support. Très bien. Merci, merci beaucoup pour cette coordination. Donc, je suis effectivement, en charge de la mission ESS et développement inclusif à la région Île-de-France. Donc, par cette mission, en fait, au-delà de porter la stratégie ESS, la stratégie de développement de l'ESS, on s'attache aussi à bâtir des liens avec l'économie classique au service, bien sûr, de l'inclusion du territoire. Alors, les relocalisations, si on peut passer sur la diapositive suivante, sont apparues en fait immédiatement comme un enjeu très fort pour l'économie francilienne au sens large au moment de la crise Covid. C'est-à-dire qu'il y a un objectif évidemment qui est de réduire la vulnérabilité de notre économie à des fournisseurs étrangers. Si on pense par exemple aux productions médicales, il y a un enjeu qui est aussi pour les entreprises elles-mêmes, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui pendant la crise Covid ont été bloquées dans leur production parce que leurs fournisseurs étrangers ne pouvaient plus les fournir, donc elles ne pouvaient plus tourner. Et plus globalement, il y a un enjeu évidemment pour l'ensemble de l'économie qui est d'améliorer l'impact social et environnemental, puisque bien sûr, plus on produit près des bassins de consommation, plus on améliore l'impact évidemment social, puisque ça fait de l'emploi de proximité, et environnemental des biens et services qui sont produits en Île-de-France. Donc rapidement, il y a eu une volonté de la région Île-de-France d'engager une mobilisation pour favoriser un mouvement de relocalisation de production principalement sur le territoire. Et c'est rapidement apparu bien sûr comme une opportunité pour l'ESS, dans la mesure où on cherche évidemment à soutenir l'objectif de création de nouveaux postes inclusifs en aidant à trouver de nouveaux débouchés. Et puis également parce que, comme Dominique l'a un peu dit en introduction, l'emploi d'insertion en Île-de-France est inégalement réparti sur le territoire et il est inégalement réparti entre les secteurs. En s'attachant principalement à favoriser des relocalisations industrielles, d'une part, on a pour ambition d'améliorer la couverture géographique des emplois d'insertion proposés en Île-de-France, puisque les industries sont rarement en plein cœur des métropoles, elles sont plutôt souvent dans des territoires un peu plus excentrés, les grands sites industriels. Et puis d'autre part, évidemment, de proposer d'autres types d'emplois, puisque l'emploi d'insertion en Île-de-France est quand même extrêmement concentré sur les services. Alors, le premier objectif de la région, avant de parler de SS, ça a été d'inciter des entreprises, entre guillemets, classiques, à relocaliser, du coup, sur le territoire. Alors, comment on l'a fait? D'une part, on a travaillé avec les grandes filières, donc c'est la région a un travail de fond et régulier de stratégie avec les grandes filières, automobiles, aéronautique, industrielles, etc. Donc là, on a porté cet enjeu des relocalisations avec les filières. On a soutenu des grands projets sur mesure. Alors, je donne le dernier exemple qui a été sur lequel on a travaillé avec mon équipe, c'est Air Liquide Medical System, qui est la filiale d'Air Liquide qui produit des équipements médicaux, avec qui nous avons travaillé sur un projet de relocalisation en Île-de-France de la production d'un respirateur. Et donc, nous avons travaillé avec leurs équipes pour des engagements d'inclusion dans cette relocalisation. Donc, c'est un projet de long terme. Donc, relocaliser la production d'un équipement médical de ce type, c'est un projet qui se prévoit sur plusieurs années.
Voilà, et on a travaillé avec eux sur des hypothèses pour que notamment le chariot métallique du respirateur, etc., puisse être confié à une entreprise inclusive. Et puis, donc la région a fait un appel à projets pour des projets de relocalisation que nous avons appelé PME Relance Industrie. Donc, on a lancé cet appel à projets en 2 vagues. Donc, sur la carte qui est sur la diapositive, vous voyez les 75 premiers projets industriels qui ont été soutenus via PME Relance Industrie. Donc, quand on dit PME Relance Industrie, ça veut dire que la région a subventionné ces projets de relocalisation. Voilà, donc vous voyez qu'ils sont assez bien répartis sur le territoire. Et donc, dans une première vague, il y a eu 75 projets de relocalisation ou de développement industriel qui ont été soutenus, qui ont représenté 6 500 emplois industriels, enfin qui vont représenter, puisqu'ils vont être mis en œuvre, 6 500 emplois industriels créés ou maintenus, et une deuxième vague a permis d'en soutenir d'autres. Alors, quelques exemples que j'ai mis sur la diapositive. Chris, donc le producteur de verres de lunettes, qui rapatrie donc dans les Yvelines, en Île-de-France, la production de verres à forte valeur ajoutée. Vigon, qui est une ETI, une grosse ETI de 500 salariés qui est spécialiste dans les équipements médicaux à usage unique. Qui va développer un projet industriel donc de création sur le sol francilien de cathéters artériels, c'est un produit de santé assez spécialisé, ou Exotrail, qui pour le coup est pas une ETI, une petite PME en Essonne, qui développe un projet industriel de moteur pour les satellites légers. Voilà, autant d'opportunités, on va dire, tout ce que vous voyez sur la carte. Chacun de ces projets, on va dire, a vocation à potentiellement collaborer avec l'ESS ou que ce soit par le biais des achats ou des sous-traitances. Alors, ce que j'ai voulu illustrer juste après dans la présentation, que je vais passer rapidement, c'est vous expliquer que donc avec mon équipe, nous avons reçu par petits groupes tous les dirigeants, donc présidents ou directeurs généraux de cette centaine d'entreprises qui ont été aidées dans leur projet de relocalisation. On a fait des petits groupes de 8 à 10 personnes et on a fait des réunions de sensibilisation avec eux sur ces collaborations inclusives. Donc là, ce que j'ai mis sur les diapositives suivantes qu'on va vous passer, c'est les copies d'écran de la sensibilisation qu'on a fait, enfin les discussions qu'on a fait avec eux. Voilà, donc on a ces dirigeants de projets de relocalisation. On leur explique d'abord les achats généraux. Donc là, c'est une diapositive qui leur illustre les achats généraux qu'ils peuvent se fournir auprès de vous. Donc, diapositive suivante, on leur illustre des exemples concrets. Voilà, enfin, votre PME ou votre ETI doit, on a mis plein d'exemples de problématiques qui peuvent se présenter à eux en passant vraiment le message que sur tous ces sujets-là, il faut qu'ils aillent chercher dans l'annuaire du GRAPHI ou dans l'annuaire du GESAT un sous-traitant, enfin un fournisseur de l'insertion. Diapositive suivante, en fait, pour vous montrer. Voilà, ça c'est ce qu'on dit aux présidents et directeurs généraux de ces entreprises. On leur dit dès demain, ou dès aujourd'hui, voilà, après cette sensibilisation, pour progresser sur ce sujet des achats, il faut que vous mobilisiez vos collaborateurs. Donc, la sensibilisation qu'on fait, on propose de la refaire pour les lignes achats, pour que tout le monde soit au courant, toute la ligne achat soit au courant dans ces projets de relocalisation. Et on met les liens vers les annuaires. Donc, vous verrez que c'est un message que je vous passerai tout à l'heure pour les SIAE qui sont présentes aujourd'hui. C'est vraiment faites attention à votre fiche sur le site du GRAPHI, parce que nous, on renvoie tout le temps vers l'annuaire du GRAPHI. Donc, c'est important que votre offre commerciale, elle soit claire. Voilà. Ensuite, donc ça, c'est sur les achats généraux. Après, auprès de ces dirigeants, on leur explique qu'il n'y a pas que les achats généraux. Il y a aussi des projets de sous-traitance, de collaboration ad hoc sur de la sous-traitance industrielle, du conditionnement, des prestations administratives, etc. Avec là, l'idée de s'adapter à leur cahier des charges pour être non pas sur de l'achat sur étagère, mais être vraiment sur l'intégration d'une SIAE, vraiment dans la chaîne de valeur de l'activité industrielle. Alors après, on leur donne des exemples. Alors pardon, parce que les 2 premiers exemples qu'on donne sont des exemples d'entreprises adaptées, mais évidemment, ça ne change rien. On a voulu illustrer le fait que c'était possible d'aller sur de la prestation très précise avec des caméras chirurgicales. L'exemple suivant, si vous pouvez montrer, Nicolas, c'est
du câblage. On montre un exemple de câblage. Et le troisième exemple est avec une SIAE. On leur donne l'exemple de ARES, en l'occurrence Ateliers sans frontières, qui réalise l'ensemble de la logistique e-commerce pour une start-up. Voilà, donc ça, c'est le message qu'on passe. Nous, évidemment, on souhaite insister particulièrement sur ce sujet de l'intégration dans la chaîne de valeur, qui est encore plus forte, évidemment, qu'un achat, enfin, encore plus structurante pour ces entreprises qu'un achat. Donc, c'est vraiment sur ça qu'on veut insister en disant collaborez vraiment dans votre chaîne de valeur avec une SIAE. Donc, on a créé ce guide qu'on vous met à l'écran, qui est le guide des sous-traitants du secteur insertion et handicap. Donc, on l'a fait, bien évidemment, on a créé ce guide, bien évidemment, avec les réseaux. Donc, je remercie beaucoup le Graphi et ses membres voilà, qui ont collaboré là-dessus. Donc, slide suivante, je vous présente un peu ce guide que du coup, on envoie aux dirigeants des entreprises qui sont en relocalisation. Voilà, donc ça, c'est le sommaire du guide des sous-traitants d'insertion. Donc, on explique en fait, pour votre projet de relocalisation, voilà tout ce que vous pouvez, toutes les briques en fait de votre chaîne de valeur que vous pouvez confier à une SIAE. Et ensuite, on a évidemment la présentation d'une trentaine d'entreprises qu'on a référencées avec les réseaux qui sont à même de faire ça. Donc, première brique, tous les patrons de projets de relocalisation sont en échange avec mon équipe par groupe de 8-10 pour 7 ans de sensibilisation. Deuxième brique, on leur envoie ce guide. Et troisième brique, on va reprendre contact en plus derrière avec eux pour voilà, faire avancer les projets. Voilà, qu'est-ce que vous avez retenu de ça? Est-ce qu'on peut venir vous rencontrer? Est-ce qu'on peut développer, etc. Voilà. Alors, ça, c'est ce qu'on dit aux dirigeants d'entreprise. Je vois qu'il me reste une minute. Je vais conclure rapidement, du coup, en parlant plutôt au SIAE, à vous, plutôt au SIAE, du coup, pour rentrer dans ce mouvement et pour rentrer dans cette dynamique et profiter des relocalisations. Mon premier message, c'est vérifier que vous êtes bien référencé dans l'annuaire du Graphi, que votre fiche, elle est claire, que les coordonnées, elles sont à jour, etc. Parce que tous ces gens-là qui sont un peu nouveaux, qui sont un peu voilà, des nouveaux dirigeants qui rentrent dans ce sujet des collaborations avec les SIAE, rentrent par l'annuaire du Graphi. Donc, c'est vraiment l'outil clé. Après, vous SIAE, si vous voulez développer votre offre, monter un projet qui va vous permettre voilà, de monter en compétences, de développer un projet vous-même industriel, de collaboration, etc. J'attire votre attention donc, sur l'appel à projet qui s'appelle PM Relance. Donc, tout à l'heure, je vous ai présenté l'appel à projet pour les entreprises industrielles classiques qui s'appelait PME Relance Industrie. Ça, c'est l'autre partie, donc qui est tout à fait accessible pour vous, SIAE, PME Relance. Ça fonctionne un peu comme un PME, mais on bénéficie encore d'un certain nombre d'assouplissements sur les aides qui étaient liées au Covid. Donc, pour ceux qui connaissent l'aide PME, elle est plafonnée à 250 000 €. Dans le cadre de cet appel à projet PME Relance, on peut monter exceptionnellement jusqu'à 500 000 € de subvention pour soutenir vos projets s'il y a un enjeu particulier à aller aussi loin dans le soutien financier. Et ce qu'on souhaite soutenir avec cet appel à projet PME Relance, c'est tous les projets de transformation, de diversification de vos activités, de réorientation de votre modèle économique, de modernisation de votre outil de production, etc. Donc, vraiment, le message, je le fais passer très clairement, cet appel à projet PME Relance est tout à fait ouvert au SIAE, donc n'hésitez pas. Et alors, très rapidement, je vous donne juste une petite indication, on va dire une petite aide. Au niveau de la région, nous travaillons à mobiliser donc les entreprises classiques sur des collaborations à l'ESS avec un marché public qui a été gagné par Groupe SOS Consulting. Donc, qui nous accompagne sur un certain nombre de travaux qui sont à la fois, on va dire, quotidiens aujourd'hui dans l'économie et un peu plus prospectifs. Par exemple, on commence à travailler sur la place de l'ESS dans les futures filières du quantique ou de l'hydrogène, par exemple. C'est des exemples pour vous montrer qu'on est, voilà. On a demandé à Groupe SOS Consulting, dans le cadre de ce marché public, de pouvoir aussi aider directement certaines SIAE, certains d'entre vous,
qui le souhaiteraient à, on va dire, structurer un peu vos partenariats et notamment améliorer, si besoin, la présentation de votre offre commerciale. Parce qu'on s'est rendu compte que des fois, c'est utile d'avoir un espèce de sparring partner qui va vous aider à vous dire si vos documents commerciaux, votre façon de vous présenter, etc., elle est claire, pas claire, et qui va pouvoir vous aider là-dessus. Donc, du coup, ma dernière slide, elle est à ce sujet. Donc, si vous avez besoin d'aide là-dessus, contactez-moi, florence.oulès@ville-de-france.fr et on va demander avec mon équipe à Groupe SOS Consulting de se rapprocher de vous pour travailler sur une de ces deux problématiques. Soit vous êtes fortement impacté par la crise et vous n'avez plus de débouchés sur vos marchés, il faut absolument vous réorienter. Groupe SOS Consulting peut travailler avec vous là-dessus. Soit vous avez un marché qui reste porteur, mais enfin bon, le contexte est difficile pour tout le monde, donc vous avez peut-être perdu un ou plusieurs clients, etc. Le groupe SOS Consulting peut vous aider à améliorer la présentation de votre offre commerciale et vos techniques de prospection et à faire des entretiens prospects blancs ou avec des vrais prospects avec vous. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Ça, c'est à la disposition des SIAE. Voilà, écrivez-moi ou passez par le Graphi et on va vous guider pour obtenir cette aide. Voilà, j'en arrête là. Pardon d'avoir un peu débordé. Aucun problème. Merci, merci beaucoup, Florence. Merci pour tous ces messages et cette présentation. Moi, je reprends notamment le message que vous avez transmis, qu'on renouvelle également assez régulièrement sur l'intérêt d'avoir une fiche annuaire à jour, qu'on ait une structure d'insertion sur le site du Graphi. On est là pour vous aider à les compléter, à les actualiser. Si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas à nous contacter sur le formulaire à cet effet. À partir du site, on est disponible. Est-ce qu'il y aurait des questions, Maria? Est-ce que tu as identifié des Oui, questions? il y en a une. Alors, il y a eu plusieurs demandes d'obtenir le support. Donc, vous recevrez un lien vers l'enregistrement, sauf contretemps technique, l'enregistrement de ce webinaire et aussi le PowerPoint. Donc, en fait, on a fait un support sur l'ensemble des interventions. Vous aurez a priori le tout. Au-delà de ça, on a une question de Marc Beaurepaire qui dit les exemples donnés portent essentiellement sur l'intégration de la chaîne de production. Le 110 est un centre socioculturel coopératif qui occupe une place particulière car, nous dit-il, nous agissons avec les salariés durant leur temps de loisirs sur leur choix éducatif, culturel et loisirs. Est-ce que ce serait un besoin identifié dans le cadre de cette démarche ? Je ne sais pas si Madame Oulès a des éléments sur ça. Alors, en fait, je ne suis pas très sûre d'avoir bien compris la question. C'est pour ça que, pardon, je ne répondais pas. Pas de problème. En gros, les démarches de relocalisation font essentiellement état de questions industrielles, intégration dans la chaîne de production. Ouais. Donc, la structure parle d'un centre socioculturel coopératif de lien avec des salariés pendant leur temps de loisirs et champs éducatifs culturels. Est-ce qu'il y a une possibilité En fait, je pense que la question, ce serait est-ce que ce centre de loisirs, il a un besoin de collaborer avec des entreprises? Nous, on pourra tout à fait l'aider, l'accompagner à structurer ses coopérations s'il y a un enjeu pour lui de nouer des liens avec des entreprises, en fait, puisque c'est ça un peu là le cœur de la démarche qu'on présente. Mais enfin, en tout cas, de toute façon, on peut en rediscuter avec la personne qui a posé la question en réunion très, très volontiers. Hein. On pourra creuser la question et le sujet. Entendu, c'est noté. Je vous mets à nouveau dans le... je viens de mettre juste au-dessus l'adresse de Madame Oulès, mais je vous la remets du coup. Si besoin. Et pas d'autres questions du coup pour le moment. Très bien, merci. Maintenant, je vous propose de donner la parole à Cédric Hervé, qui va pouvoir nous présenter Capacité, donc un chantier d'insertion issu d'une collaboration originale entre la Fondation de l'Armée du Salut et l'entreprise GRS Restauration. Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Oui, très bien. C'est bon? Ok, super. J'ai une dizaine de minutes, hein, c'est ça? Tout à fait. Ok. Alors, merci en tout cas de me proposer de présenter notre action qui se situe à la Cité de Refuge, donc qui est un établissement géré par la Fondation de l'Armée du Salut. Alors moi, je suis Cédric Hervé, je
Je dirige le pôle économie sociale et solidaire de la Cité de Refuge, qui est située, comme je viens de le dire, dans le 13e arrondissement, que je vais présenter plus précisément juste après. Et je coordonne également le développement des actions d'économie solidaire au sein de la Fondation d'Armée du Salut au niveau national. Donc, s'il est possible de passer à la slide suivante, de manière à ce que je puisse déjà dans un premier temps vous présenter le centre d'hébergement de la Cité de Refuge. Je ne sais pas si c'est possible. Non, alors les slides ne bougent pas sur mon écran. Nicolas, je ne sais pas Nicolas, si est-ce qu'il y a... Voilà, super, merci beaucoup. Voilà, ça va donner un peu plus de matière aux personnes qui suivent cette visio. Donc, très concrètement, l'idée de mon intervention, c'est de vous présenter une action, voilà, c'est celle-ci, une action qui est un peu inhabituelle ou en tout cas qui prend une forme pas forcément commune pour un chantier d'insertion, puisque là, nous parlons d'une action qui est un chantier d'insertion. Donc, c'est un atelier et chantier d'insertion qui se déroule au sein d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, donc géré par la Fondation de l'Armée du Salut. Donc on voit à l'image ce centre d'hébergement. C'est un centre d'hébergement un peu particulier puisqu'il a été construit en 1930 et c'est l'architecte Le Corbusier qui a manœuvré cette construction. Donc c'est un établissement qui est géré depuis cette date par la Fondation de l'Armée du Salut. Donc aujourd'hui, c'est plutôt un ensemblier d'hébergement et d'insertion, qui est donc géré par la Fondation. C'est à peu près 600 personnes qui gravitent autour de ce centre. Aujourd'hui, on a à peu près 300 personnes accompagnées au niveau de l'hébergement, et ça dépend des années, mais entre 200 et 300 personnes accompagnées au niveau de l'emploi, puisque ce centre d'hébergement, comme vous pouvez le voir, en tout cas cet ensemblier, compte plusieurs dispositifs. Donc, nous comptons au niveau de l'hébergement le centre Espoir, la Cité de Refuge. Nous avons également un nouveau dispositif qui vient en tout cas qui est plus récent, qui s'appelle la Cité des Dames. Nous avons le chantier d'insertion, donc qui particulièrement a été créé en 2017, qui s'appelle Capacité. De manière connexe, nous avons donc greffé à ce chantier d'insertion d'autres dispositifs d'insertion. Donc, historiquement, nous gérons des ateliers remobilisants qui sont des ateliers au sens du Code de l'action sociale et des familles, qui permettent notamment en CHRS à des personnes de travailler via un pécule. Nous mettons aussi en œuvre le dispositif Premières Heures au sein de ce centre. Une association intermédiaire est également présente qui s'appelle Travail et Partage. Et nous y avons également créé un café social en partenariat avec l'expérimentation Territoire Zéro Chômeur. Donc déjà, premier élément, vous voyez que là, on est vraiment dans un esprit ensemblier. On n'est pas dans une action unique qui pourrait être, par exemple, uniquement un chantier d'insertion. On est vraiment dans une dynamique d'avoir plusieurs dispositifs à notre disposition et de pouvoir les manœuvrer de manière à la fois indépendante et à la fois connectée. Donc, on va pouvoir passer à la slide qui suit. Alors, l'opportunité qui s'est présentée à nous, c'est que dans ce centre d'hébergement, comme peut-être certains d'entre vous le savent, peut-être que certains d'entre vous travaillent dans un centre d'hébergement, ou en tout cas évoluent tout à côté d'un centre comme celui-là, les personnes qui y sont hébergées peuvent se restaurer. Ça fait partie des missions de notre centre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons un outil de travail qui est un centre, une infrastructure qui est équipée d'un restaurant. Ce restaurant, il a été réhabilité dans le cadre de la modernisation du site en 2016. Et aujourd'hui, c'est environ une capacité de restaurer environ 200 personnes. Il faut savoir que dans les centres d'hébergement aujourd'hui, il y a une dynamique d'humanisation des centres, surtout des gros centres comme ça qui sont relativement, c'est des modèles quand même assez anciens avec beaucoup de personnes au même endroit. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui ont leur propre kitchenette dans les chambres. Donc, il y a des gens qui ont tout à fait la capacité de se restaurer eux-mêmes. Néanmoins, le restaurant, il a quand même une vie et il y a des personnes qui viennent s'y restaurer au niveau du petit déjeuner, du déjeuner et du dîner. Nous avons entre 150 et 200 couverts par service qui sont proposés. On voit la photo
En haut à droite, hein, c'est un self classique, hein, c'est un self qui peut être complètement comparable à un self d'entreprise. Et pour ça, nous avons donc fait un choix, c'est de proposer une prestation donc de sous-traitance à une société qui s'appelle GRS Restauration. En effet, dans ce centre d'hébergement, nous, notre métier, c'est pas de cuisiner, on n'est pas cuisinier. Voilà, la cuisine et la restauration collective, ça demande, hein, sans doute que beaucoup d'entre vous le savent déjà, ça demande beaucoup de compétences, ça demande beaucoup d'exigences, notamment au niveau des plans de maîtrise sanitaire, des normes HACCP, etc. Donc, on a un partenariat de sous-traitance classique, hein, c'est un contrat commercial, hein, avec la société GRS Restauration, donc qui est une société professionnelle de la restauration collective qui intervient tous les jours, 365 jours par an, avec ses équipes au sein de notre restaurant. Donc, c'est à partir de ce partenariat commercial que nous avons fait un choix, c'est de créer au sein même de notre centre d'hébergement un chantier d'insertion, en partenariat avec cette société. Cette société étant présente, nous n'avons pas imaginé s'en séparer. Nous avons plutôt fait un choix de co-construire avec eux une action. Alors là, on va pouvoir passer à la slide suivante et ça va vous présenter globalement comment ça fonctionne. Donc, pour que nous puissions travailler avec GRS et profiter, donc GRS c'est le nom de la société, et profiter de leur savoir-faire que nous n'avions pas en interne, nous avons décidé de leur confier une partie de l'accompagnement socio-professionnel et de l'encadrement technique surtout. Donc, une partie de la mission d'accompagnement des salariés en insertion dans le cadre d'un chantier, à savoir l'encadrement technique. Donc ça, comment ça marche? En fait, c'est assez simple. La Cité de Refuge, donc, qui est un établissement de la Fondation, a décidé donc de salarier les salariés en insertion. Donc, en ce qui nous concerne, nous sommes donc le porteur de projet et nous salarions les personnes en insertion. Nous, notre spécificité, notre caractéristique, notre point fort, c'est l'accompagnement socio-professionnel. Donc, nous avons choisi de conserver cette mission. Donc, nous embauchons les CIP, qui sont salariés de la Fondation. GRS, en ce qui les concerne, nous avons fait le choix de leur confier l'encadrement technique, comme je viens de le dire. Donc ça passe de manière juridique par une convention à titre gracieux d'encadrement technique. Et le plus qui s'est créé, c'est que GRS a décidé de créer son propre centre de formation. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, c'est la partie basse de l'image, GRS propose, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, puisque là encore l'image est un peu maintenant obsolète, mais le contenu de la formation va changer, puisqu'en fait le CQP, le contrat de qualification professionnelle d'agent polyvalent de restauration évolue, mais dans la mécanique classique, globale, GRS Formation, qui est le centre de formation, propose une formation dans le cadre du chantier d'insertion aux salariés en insertion. Donc pour résumer, nous avons mis une action au sein même de notre restaurant pour 12 salariés en insertion qui sont accompagnés et salariés au niveau au niveau social et qui sont salariés par la Fondation, qui sont encadrés par des collaborateurs de la société GRS et qui sont formés par le centre GRS Formation sur leur temps de travail. Donc ça apporte des plus. Les plus, moi j'en vois deux. Le premier plus, c'est qu'on est vraiment dans un esprit d'immersion dans ce qui pourrait être comparé à une société classique, avec la bienveillance du chantier d'insertion puisqu'on est là. Et on a un deuxième plus, qui est un gros plus, c'est que la société GRS, elle a beaucoup de chantiers, elle a beaucoup de clients. Et concrètement, on a cette opportunité de pouvoir orienter tous les salariés en insertion vers des PMSMP ou des stages, ça dépend comment on appelle ces périodes-là, sur les autres sites de production de la société GRS. Ça veut dire que les 12 salariés dont je vous parle en insertion, ils ont tous au moins 3 semaines d'immersion dans l'année dans d'autres restaurants. Donc, c'est vrai que c'est un gros plus parce que ça permet de faciliter tout de suite la recherche de PMSMP, etc. Dernier plus, et ça, c'est pas forcément si simple, mais je pourrais répondre à vos questions, c'est potentiellement l'embauche des personnes par GRS directement. Donc, c'était l'esprit du projet à la base, mais on s'aperçoit que c'est pas forcément si simple que ça. Donc, voilà la mécanique de notre projet et je vais passer à la dernière slide qui va me permettre de faire une petite ouverture et je pense que je ne vais pas être loin des 10 minutes. Donc, aujourd'hui, nous, dans un CHRS, je vous donne un petit peu les choses qui se trament. Globalement, on a un phénomène
de baisse de fréquentation du restaurant. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez marqué dans les centres d'hébergement. On a de plus en plus de personnes hébergées qui sont autonomes face à l'accès à l'alimentation. Et on a donc un restaurant qui peut voir de moins en moins de fréquentation. Donc aujourd'hui, on a un projet, c'est de tendre à créer une entreprise d'insertion autour de l'ouverture de ce restaurant à l'extérieur, pour 3 raisons. La première, c'est de créer du lien social, c'est-à-dire qu'en ouvrant notre restaurant à l'extérieur, qui aujourd'hui n'est pas ouvert à l'extérieur, de proposer à des personnes de venir manger de l'extérieur. Deuxièmement, de pérenniser ces 12 postes, puisque si la fréquentation baisse dans ce restaurant, ce qui est un phénomène connu dans les CHRS, les 12 postes pourraient ne pas être pérennisés. Et puis, on a également une idée, c'est de pouvoir co-construire également avec l'expérimentation Territoire Zéro Chômeur qui anime juste à côté de ce restaurant un café social, un projet entre guillemets beaucoup plus global de lutte, en tout cas de promotion de l'accès à l'alimentation et au bien manger, en proposant à des personnes de venir déjeuner au restaurant et de pouvoir accéder à ce café social pour pouvoir passer des temps de convivialité, etc. Donc voilà, donc vous présentez un projet, j'ai vu quelques petites questions qui viennent, je peux y répondre, je ne les ai pas forcément lues, mais globalement un projet peut-être pas très commun, en tout cas, moi ce que j'aimerais juste dire en conclusion, c'est que je trouve que le CHRS dans le monde de l'hébergement et de l'insertion, il y a des opportunités de créer des chantiers d'insertion, c'est intéressant. Et je pense qu'en plus avec les évolutions des politiques publiques et notamment l'organisation des directs et des drills pour ce qui concerne l'Île-de-France, je pense que très concrètement, penser l'insertion via des chantiers d'insertion ou des entreprises d'insertion au sein même de centres d'hébergement, ça peut être intéressant. Voilà, je pense que j'ai fait pas loin de 10 minutes et j'en ai fini pour moi et je suis bien sûr disposé à répondre à vos questions s'il y en a. Merci beaucoup, Cédric. Je pense effectivement qu'il y a des questions, Maria. Oui, il y en a une concernant le projet. C'est Stéphanie Hurel de l'association Agua, donc c'est un chantier d'insertion également, qui demande s'il s'agit d'un chantier qualifiant, c'est-à-dire que tous les salariés en parcours passent le CQP ou est-ce que c'est uniquement les volontaires qui le font? Alors, c'est une très bonne question. Je sais que derrière l'écran, il y a Elodie Otterville, qui est la chef de service du pôle ESS de la Cité de Refuge, qui nous regarde. Si elle veut intervenir, qu'elle n'hésite pas. Mais cette question, c'est peut-être une des plus complexes, en fait, à gérer. Alors oui, pour répondre à la question, la formation est qualifiante. Elle l'était. Après 3 promotions, puisqu'on fonctionne par groupe, les gens rentrent à la même date, ils sortent tous à la même date. Il y en a 12 donc, qui rentrent et qui sortent au bout d'1 an. Le choix a été fait de faire des parcours d'1 an pour aussi dynamiser les parcours de manière à ce que les personnes puissent arriver de quelque part ou aller vers ailleurs. Mais la formation qualifiante, en fait, on s'aperçoit que c'est très ambitieux. Il y a 3 ans, nous avions fait plus de la moitié de taux de réussite sur la promotion. Sur la dernière promotion, c'est beaucoup plus compliqué, en fait. Les règles de qualification au niveau du CQP se sont durcies. Donc, aujourd'hui, on est plus dans une dynamique de VAE. Donc, aujourd'hui, on est plutôt, nous, dans une dynamique de créer notre propre plan de formation qui aura quasiment les mêmes contenus, voire un peu plus, mais de proposer une qualification plus que de la systématiser. Donc, aujourd'hui, la formation tend à ne plus être qualifiante. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Maria? Je ne pense pas, non? Non. D'accord. Ah, si, il y a une question qui vient d'arriver à l'instant. Comment amener, convaincre l'entreprise à s'engager dans une action très impliquante pour elle et pour leurs équipes? De la Fédération des acteurs de la solidarité. En fait, très concrètement, c'est aussi un argument commercial pour nous. C'est-à-dire que nous, c'était ça ou rien, déjà. Ça veut dire que nous, on veut travailler sur un partenariat entreprise pour promouvoir l'insertion professionnelle. Donc, c'est déjà une condition pour avoir le contrat.
Deuxièmement, c'est aussi la formation. Alors, la formation des collaborateurs de la société. Ça, c'est beaucoup plus compliqué parce que les collaborateurs de la société, ce n'est pas nos collaborateurs. Donc, pour former des gens, ça veut dire que c'est la boîte qui paye. Donc, concrètement, c'est un peu compliqué. Mais on y arrive à faire des jours ici ou là. Donc, ça, c'est aussi un intérêt pour les personnes. On s'en aperçoit. Les collaborateurs s'intéressent au projet. Ça les fait évoluer eux dans leur pratique. Et puis après, c'est quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire avec GRS, mais je sais que le directeur général le sait, c'est qu'on n'a pas réussi à passer le cap de la communication intéressante pour la société elle-même. Parce que de s'intégrer dans un projet comme ça lui donne aussi à elle, à cette entreprise, un argument de valorisation de ses actions. Et ça, pour l'instant, on n'est pas passé à ce cap-là. Merci à tous pour vos questions. Encore merci Cédric pour cette présentation. Maintenant, je vous propose de passer à la partie 2 que vous voyez à l'écran. Donc, pour faire le lien avec la première, c'est déjà, alors pourquoi analyser les besoins sociaux sur les territoires? Tout simplement pour accroître l'innovation sociale des acteurs productifs locaux et pour être en prise avec la demande sur les territoires. Je passe directement la parole à Nicolas Ozière, délégué régional de Coras Île-de-France et porteur de la, de la rédaction, de la réalisation de ce rapport sur à quels besoins sociaux pourraient répondre l'IAE dans le monde d'après. Oui, merci Dominique. Bonjour à tous. Effectivement, du coup, au printemps, au moment du début de la crise sanitaire, le GRAPHI et l'ensemble des membres du corps IAE ont créé une task force, une cellule de crise pour essayer d'aider les structures à mieux réagir à cette crise. Et dans cette cellule de crise, je faisais partie, et Coras pilotait le groupe 2 qui était un groupe porté sur le diagnostic de l'impact de la crise et les prospectives, c'est-à-dire les pistes de sortie pour les structures. Donc, il y avait 5 groupes d'appui opérationnel, parmi lesquels ce groupe-là. On s'est réunis d'abord pour du coup faire le diagnostic de l'impact. Donc, on a produit un premier document qui était une analyse statistique qui a été produite par l'ensemble des réseaux, qui allait chercher des données sur les structures pour un peu estimer, objectiver l'impact. Et ensuite, il s'agissait de dessiner des pistes de sortie, c'est-à-dire comment recréer de l'activité après la destruction, le freinage de l'activité qu'a causé la crise. L'intuition qu'on avait, c'était que pour recréer de l'activité, dans la mesure où on est des organisations d'économie sociale et solidaire, il fallait partir des besoins sociaux. Un besoin social, c'est un besoin collectif d'une population qui appelle à une réponse collective. Dans son sens le plus pur, le besoin social appelle une réponse des politiques publiques. Mais on le sait tous, c'est pour ça qu'on existe. Parfois, la réponse publique n'est pas suffisante ou n'est pas la plus adaptée pour répondre aux besoins collectifs. Et c'est ce qui légitime la création de l'économie sociale et solidaire, qui permet de créer une économie qui soit viable, qui soit stable, mais pour répondre à des besoins qui peuvent être sociaux et ou environnementaux. Et donc, pour recréer de l'économie dans l'économie sociale et solidaire, il faut d'abord réfléchir à quels besoins sociaux peut répondre cette économie, puisque c'est l'alpha et l'oméga de l'économie sociale et solidaire. Donc, notre idée avec la task force, c'était d'aller chercher les besoins que la crise a aggravés, les besoins que la crise a créés, et comment ces besoins s'articulent, se composent en Île-de-France, et comment les structures d'insertion par l'activité économique peuvent agir pour y répondre, comment elles le font déjà et comment elles peuvent continuer de le faire. L'objectif, il était double. C'était de nourrir les argumentaires des porteurs de projets qui avaient déjà des projets en réponse à ces besoins,
et donc leur donner de l'argumentaire, des chiffres, des raisons qui pourraient les aider à légitimer leur projet, soit directement donner des idées, suggérer des pistes de projets à monter, ou d'une autre manière, en tous les cas, suggérer une démarche à appliquer à d'autres besoins, parce que la démarche qu'on a appliquée à un certain nombre de besoins que je vais vous détailler après, en fait, elle peut être détaillée sur tous les besoins sociaux. Ce qui compte, c'est appliquer la même méthodologie. Enfin, le dernier objectif, c'était d'affirmer, de remontrer l'importance des SIAE dans la réponse aux besoins sociaux. Et nous-mêmes, en tant que réseau, il s'agissait de montrer que les structures de l'insertion par l'activité économique sont utiles non seulement sur le secteur de l'emploi, mais également sur l'ensemble des besoins sociaux. Donc, c'était aussi d'inciter les décideurs à considérer l'IAE comme une partie prenante de la réponse à la crise. La méthode qu'on a employée, c'est dans un premier temps faire le constat sur chacun des besoins, puis les pistes d'action. Donc, on a divisé le rapport en thèmes, et chaque thème est un besoin. Donc, on a parlé du besoin en alimentation, voir comment il s'articule, quels sont encore les besoins sur ce domaine en Île-de-France. Est-ce que tout le monde mange à sa faim? Est-ce que tout le monde mange correctement? Comment? Grâce à qui? Etc. On a parlé de logement, de précarité énergétique, de personnes dépendantes, publics en besoin, du besoin en mobilité et enfin du besoin d'avoir un métier exercé dans des conditions qui soient protectrices et épanouissantes. Et donc, chacun de ces besoins, on les a divisés par un constat. Alors, on n'a pas fait de travail de terrain, nous, sur cette partie constat. On s'est appuyé sur les rapports, sur les dossiers qui avaient été établis au préalable par des ONG, par des institutions, par la Cour des comptes, pour avoir des chiffres, avoir une compréhension sur l'ensemble de ces besoins. L'idée, c'était de rappeler comment le besoin s'exprime, où, pourquoi, et afin de donner des pistes d'arguments aux porteurs de projets pour qu'ils puissent rappeler l'importance de ces besoins encore en Île-de-France. Et enfin, du coup, la deuxième partie, des pistes d'action. Alors, on est parti d'exemples existants de SIAE, des exemples comme ceux que Cédric vient d'évoquer. On est également parti de plans des pouvoirs publics, d'études prospectives, typiquement sur l'alimentation. Je crois que la région Île-de-France avait produit un document pour 2025 ou 2030 pour l'agroalimentaire en Île-de-France, qui dessine des pistes d'action pour les organisations sur à quoi devrait ressembler le secteur agroalimentaire pour qu'il soit durable et accessible à tous d'ici 5 ans. Et donc, nous, on est parti de ces plans, on a essayé de voir comment les SIAE pouvaient créer des projets qui pourraient s'y inclure et donc rendre concret ces plans prospectifs. Voilà, donc l'idée, c'était de donner des idées, de montrer la démarche qui pouvait être entreprise. Les conclusions de ce rapport, c'est évidemment que les SIAE peuvent être des solutions aux besoins sociaux, pas seulement aux besoins en emploi, d'abord aux besoins en emploi parce que c'est le cœur de leur activité, mais que souvent les SIAE peuvent agir sur plusieurs besoins. Donc sur un besoin en emploi et sur le besoin d'aide au logement, comme l'exemple précédent nous l'a montré. Et sur un même besoin, il peut y avoir des réponses à plusieurs niveaux. Typiquement, si on reprend l'exemple du logement, des SIAE peuvent agir sur la question de l'appropriation des logements par leurs occupants, sur la question de l'amélioration du confort des logements, de l'accès au droit au logement. Voilà, sur un même besoin, on a des SIAE qui peuvent agir sur tout un panel de solutions. L'autre conclusion, c'est que la crise a impacté directement les populations dans leurs besoins. La réunion d'aujourd'hui en est l'incarnation. La question du numérique est devenue prégnante avec des besoins d'appropriation de ce sujet par tous et toutes, notamment les plus fragiles vis-à-vis de ce sujet. On a des besoins en logement qui se sont transformés au moment où le logement est devenu à la fois un lieu de travail, de loisirs et de repos. Voilà, la question de la lutte contre l'exclusion, évidemment. Et de façon plus indirecte, la précarité alimentaire, les solutions de mobilité
tout cela a été transformé par la crise. Donc, on a besoin de se poser la question de comment ça a été transformé et quelles solutions on peut appliquer à ces transformations. Tous ces enjeux, en tous les cas, ils peuvent être appréhendés par l'insertion, par l'activité économique. Et ce qu'on a essayé de montrer dans le rapport, c'est que les SIAE ont des modèles de réponse qui peuvent être innovantes, qui peuvent être durables pour l'Île-de-France. Alors, les structures ont besoin d'être soutenues dans le portage de ces solutions. Et Plan Soulès nous a présenté le programme PM-UP tout à l'heure. Il y a eu le FDI 2 qui a permis de soutenir un certain nombre de projets qui allaient dans ce sens. Là, on a un FDI 2021 qui vient d'être annoncé. Donc, on a un engagement des pouvoirs publics pour soutenir les SIAE dans ces projets. Et le GRAFI peut évidemment aider les porteurs de projets à défendre ces projets de réponse aux besoins sociaux. Enfin, la dernière conclusion du rapport, c'est que dans la différente littérature qu'on a lue, pour faire les constats, on relève souvent une méconnaissance des besoins au niveau local. On a une connaissance des besoins généraux pour l'Île-de-France, mais quand on veut aller chercher sur une échelle un peu plus fine, au niveau de la commune, au niveau du bassin d'emploi, c'est plus compliqué. C'est un travail que les CCAS doivent réaliser, de mener une analyse des besoins sociaux au niveau de la commune ou de l'intercommunalité. Et parfois, ce n'est pas fait, ou ce n'est pas fait en contact avec les SIAE, qui sont pourtant souvent des très bons capteurs et récepteurs des besoins sociaux sur leur territoire. Et donc, l'une des conclusions du rapport, c'est d'inciter les SIAE à se rapprocher de leur CCAS, ou pour les inciter à mener l'analyse des besoins sociaux qu'ils ont l'obligation de mener, ou pour les inciter à se rapprocher des SIAE pour enrichir le travail de production de données sur le territoire. Ce qui permettra à terme d'avoir une meilleure connaissance des besoins locaux et de valoriser la capacité des SIAE à être au contact direct des populations en besoin sur le territoire. Voilà pour ce rapport que je vous invite du coup à consulter si vous ne l'avez pas fait. Vous pouvez le faire ou en flashant ce QR code, ou je vous donnerai le lien dans les documents qui vous seront transmis après ce webinaire. De toute façon, le rapport est disponible sur le site graphi.org. Merci Nicolas. Oui, justement, je l'ai transmis sur le chat pour ceux qui veulent le trouver sur le site ou le télécharger. Le rapport également. Et comme l'a dit Nicolas, il vous sera envoyé. Est-ce qu'il y aurait des questions de la part de certains d'entre vous? Alors, il y a une remarque question. Iyad Kuja, je ne sais pas si j'écorche votre nom et votre prénom. Désolée, n'hésitez pas si vous voulez prendre la parole. La remarque disait qu'il aurait été pertinent d'appuyer l'étude théorique par du terrain, même limité, c'est-à-dire vérifier auprès des acteurs de l'insertion la réalité des besoins et solutions proposées, y compris le développement d'activités. Bien sûr, on l'a fait. On a été en contact de structures porteuses de solutions sur chacun de ces besoins qui nous ont aidés à rédiger le rapport. Quand je disais qu'on n'avait pas fait de terrain, c'était pour dire que tous les chiffres qu'on a utilisés dans le rapport, il y en a énormément, sont basés sur des ressources externes, parce que nous, on n'avait pas la capacité en un mois d'aller produire des chiffres sur la précarité alimentaire, sur la précarité énergétique, sur l'ensemble des besoins en Île-de-France. On a préféré s'appuyer sur des sources reconnues et qualitatives pour la production de ces données chiffrées. En revanche, on a à chaque fois exemplifié avec des exemples de SIAE sur le terrain. Exemplifié. Fournis des exemples si vous préférez. Ça marche. Et puis, il y a une question. Alors, Caroline, je sais que la personne s'est présentée au-dessus, donc je vais trouver d'où la personne vient. Mais nous pose la question, tu as nommé le FDI à un moment donné. La question est, pouvez-vous préciser de quel type de FDI il s'agit? Développement, consolidation et les échéances, où est-ce qu'on peut trouver ces informations?
Alors oui, je parlais du FDI auquel les structures ont pu répondre au mois de novembre dernier, donc là où les échéances sont passées. Et il y a de nouveau un appel à projet qui est paru la semaine dernière ou il y a 2 semaines, avec une échéance de réponse au 15 juin, si je ne dis pas de bêtises, et pour lequel des informations, enfin des webinaires arrivent du côté, il me semble, de la directe et probablement du côté des réseaux aussi. Je ne sais pas à quel réseau vous appartenez, Caroline. En tous les cas, pour Coras, ça sera fait. Peut-être que ça pourrait être envisagé au niveau du graphique également. Ça marche. C'est noté. Il s'agissait donc de Caroline du chantier d'insertion du Palais de la Femme, en fait, également porté par la Fondation Armée du Salut, pour précision. Et pas d'autres questions. Parfait. Encore merci, Nicolas. Je propose maintenant à Tarek Daher, délégué général du CNLRQ, de nous présenter la démarche de création d'une régie de quartier sur un territoire. Il va pouvoir nous expliquer en fonction de quel diagnostic, quels objectifs, face notamment aux enjeux présentés par Nicolas à l'instant. À toi, Tarek. Alors, bonjour tout le monde, donc je suis Tarek, merci Dominique, je suis Tarek Daher, je suis le délégué général du Comité national de liaison des régies de quartier, qui est donc la tête de réseau, qui anime, accompagne, représente et labellise les 131 associations régies de quartier et régies de territoire. Qu'est-ce que c'est qu'une régie de quartier? Une régie de quartier, c'est une association qui intervient sur un territoire fragile, qui essaie de mettre en œuvre une gestion partagée du territoire, une gestion collective du territoire, en valorisant le rôle, la parole et la place des habitants. C'est-à-dire que c'est un peu eux qui doivent être fer de lance à la fois du projet de régie de quartier, mais aussi acteurs de ce projet, c'est-à-dire que c'est un petit peu eux qu'on met en première ligne pour intervenir sur les territoires via les activités des régies. En Île-de-France, juste pour vous donner une idée, on a une trentaine de régies de quartier, il y en a 10 à Paris, il y en a une vingtaine au-delà sur les autres départements de l'Île-de-France. Et donc, j'ai proposé à Dominique de prendre l'exemple de la création d'une régie, parce que si on parle de la question des besoins des habitants, en fait, très fondamentalement, une création de régie, ça se fait à partir d'un diagnostic territorial et d'un besoin. Alors, je vais faire une petite digression d'abord. C'est le titre de la diapo que vous voyez ici. L'idée d'une régie de quartier, c'est que c'est un projet qui vient d'en bas. Qu'est-ce que ça veut dire? La petite illustration qu'on peut prendre, c'est que souvent on est interpellé pour nous dire, que ce soit par des partenaires institutionnels, politiques, etc. Ils disent pourquoi il n'y a pas de régie sur chaque quartier populaire, surtout que vous êtes là depuis 30 ans, etc. Et en fait, c'est évidemment volontaire. Une régie, elle n'a de sens que si elle naît d'une volonté locale. Voilà. Les régies, d'ailleurs, elles se sont créées, pour l'anecdote, elles ont créé un label pour protéger cette dimension-là, de projet ascendant qui vient d'une remontée de besoins et d'une mobilisation locale. C'était Michel Rocard qui, en 88, avait dit tiens, il y a 300 quartiers en France, on va faire 300 régies de quartier. Et donc, la déduction qu'on peut faire de cette affirmation, c'était ça y est, ça va devenir un dispositif public. Donc, un truc un peu descendant qui va venir se plaquer sur chacun des territoires. Et donc, le réseau a dit non, il ne faut surtout pas qu'on passe d'une logique très ascendante à une logique de dispositif. Et pour protéger ça, on va créer un label, une marque, régie de quartier. Et à partir de là, on regardera s'il y a des besoins, s'il y a une mobilisation locale. Et c'est un peu cette mayonnaise qui fera que, oui ou non, on créera une régie de quartier. Alors, ça veut dire quoi? Très concrètement, ça veut dire que d'abord, la première dimension à avoir en tête, c'est que s'il y a une régie, c'est qu'il y a des besoins. Les territoires pertinents pour les régies, ce n'est pas tous les territoires, c'est les territoires où on sait qu'une régie est un outil pertinent. Sur l'Île-de-France, on a déjà été sollicité pour faire une régie de quartier dans le 16e arrondissement, pour faire une régie de quartier dans le 9e arrondissement. On a considéré que ce n'était pas l'objet d'une régie, que les besoins, il y avait des besoins, bien sûr, il y a des besoins partout, mais que les besoins n'étaient pas suffisamment prégnants, ou en tout cas que le territoire n'appelait pas une réponse de type régie de quartier. Une fois qu'on s'est dit ça, la régie, on a dit, c'est de la cogestion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une régie, c'est un triptyque. C'est qu'on met autour de la table des habitants, des élus et des bailleurs sociaux qui cohabitent dans un conseil d'administration et qui co-construisent un projet. Et donc, dans une création de régie de quartier, nous, on attend d'être sollicités par un collectif d'habitants,
par des élus ou par des bailleurs sociaux, ça peut être l'un des trois, qui nous appelle et qui nous dit, tiens, pour telle et telle raison, on aimerait monter un projet régie. Ce qui est intéressant, c'est que la raison, elle est très variable. Vous pouvez avoir des élus qui vous disent, on veut un dispositif d'emploi local sur les quartiers. Vous pouvez avoir des élus qui vous disent, on n'a plus de lieux d'échange et de construction et de dialogue avec les habitants. La régie pourrait jouer ce rôle d'interface. Il y a des habitants qui vous disent, on n'a plus rien. Voilà, tout a fermé, on n'a plus de lieu, on n'a plus de local, on n'a plus de lieu que nous puissions nous approprier. La régie pourrait jouer ce rôle-là. Donc, peu importe la grille de lecture, l'idée, c'est que chacune des trois parties prenantes, bailleurs, villes, habitants, vient avec son besoin et voit dans la régie de quartier un outil qui peut répondre aux besoins qu'elle a. Et en fait, quand on crée une régie de quartier, on se pose plusieurs questions. En fait, on s'en pose trois principalement. Et comment est-ce qu'on se les pose? On se les pose en mobilisant localement les acteurs du territoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès la création d'une régie de quartier, on est dans une logique de co-construction et donc collective, dans une dynamique très collective, qui se pose la question quels sont les besoins du territoire et est-ce que la régie est la bonne réponse? Et si oui, sous quelle forme? Puisque la régie, c'est un outil assez plastique. Donc, dans la création d'une régie, on va mettre autour de la table ce qu'on va appeler un groupe projet. Donc, c'est une trentaine de personnes assez représentatifs du territoire. Donc, on aura des triptyques, donc il y aura des habitants, il y aura des bailleurs sociaux, il y aura des on jouera les associations locales, des structures d'insertion, les services de l'État, la DIRECT, la mission locale, le service public de l'emploi, etc., etc., etc. Et c'est un peu tout ce collectif qui va réfléchir à trois choses. Quel est notre territoire d'intervention? Quel est le territoire pertinent pour la future régie? Où sont les besoins les plus prégnants et quels sont-ils? Voilà. La régie, imaginons une ville où il y a 4 quartiers prioritaires. La question de savoir où est-ce qu'elle doit s'implanter, elle est hyper importante et elle n'est pas du tout triviale. Et donc, c'est vraiment une logique d'identification des besoins et des priorités qui va faire qu'on dit, ah bah tiens, c'est plutôt sur ce quartier que la régie devrait s'implanter parce qu'il n'y a plus rien, parce que le quartier vit mal, parce que, etc., etc., etc. Donc, la première question qu'on pose, c'est celle du territoire. La seconde question qu'on pose, c'est celle des activités. Il faut qu'on construise un modèle économique avec des activités marchandes pour que la régie de quartier, elle tourne. Et il faut que ces activités marchandes, elles aient du sens, donc qu'elles répondent à un besoin aujourd'hui. Et c'est souvent un besoin de gestion urbaine. C'est beaucoup là-dessus que les régies se lancent. Mais il faut que collectivement, on identifie ces besoins-là pour réussir à se dire les besoins sont tellement importants qu'ils permettent de créer un modèle économique et donc de justifier l'arrivée d'une régie de quartier. Si vous n'avez qu'un seul besoin qui peut déboucher sur une activité économique, en fait, la régie, elle ne réussira pas à trouver sa place et donc on n'ira pas plus loin. La troisième question qu'on pose, c'est celle de la gouvernance, c'est-à-dire qui acceptera d'être autour de la table? Qui acceptera de participer à la gouvernance d'une régie et à quels besoins ça va répondre pour vous, ville, pour vous, habitants, pour vous, structures d'insertion, pour vous, clubs de prévention, etc., de participer à cette aventure collective et donc à cette gouvernance collective. Donc, vous voyez bien l'idée à la fois d'être sur des besoins pour justifier du projet régie et justifier de sa pertinence, et à la fois d'être dans cette logique de collectif. Le besoin, il n'est pas identifié hors sol, de manière hors sol ou en chambre, etc. Il est identifié par le collectif d'acteurs qu'on mobilise pour créer une régie. Et c'est à partir du moment où on a confirmé que l'étendue des besoins justifiait un projet régie et réussissait à sécuriser une pérennité et un modèle économique pour le projet régie qu'on y va. Et si on y va, cette logique d'émergence qui s'est vraiment appuyée sur un diagnostic, une logique de co-construction, etc., on va la retrouver à chaque fois dans l'espèce de démarche que l'on va avoir quand on va essayer de créer une activité de régie de quartier ou de penser une activité de régie de quartier. Pourquoi? Parce que les activités de régie, c'est fondamentalement, elles doivent venir s'insérer dans des besoins qui ne sont pas couverts par le marché. Et ces besoins non couverts par le marché, c'est normalement le collectif d'acteurs de la régie qui va nous aider à les identifier. Comme le disait une présidente du réseau, il faut que la régie, ce soit une éponge des besoins du territoire. Voilà. Et comment est-ce qu'on fait pour que ce soit une éponge? Si votre conseil d'administration de régie de quartier, il est représentatif du quartier, c'est-à-dire que vous avez les vraies forces vives du quartier, normalement, vous êtes assez fin dans votre diagnostic. Un jour, un habitant vous remontera que l'épicerie a fermé ou que la solution de mobilité qui existait n'est plus là, etc., etc.
Un jour, c'est le bailleur qui va vous dire, bon, bah, ça y est, on externalise tout, on n'a plus de réponse sur le nettoyage, on a besoin d'un partenaire. Un jour, c'est la ville qui va vous dire, tel dispositif d'État s'arrête, comment est-ce qu'on trouve une seule… Peu importe. Mais vous êtes ce collectif, donc les besoins vous remontent assez naturellement et votre activité, elle vient répondre à tout ça. Et avec, en plus, l'idée de se dire, bon, nous, on n'est pas pertinent pour tout, une régie, mais on est pertinent à partir du moment où on considère que nos salariés, qui sont des habitants, c'est bien ça le projet régie, c'est de recruter des habitants des quartiers, ils vont apporter une valeur ajoutée dans la réalisation de la prestation. Donc oui, si vous faites de l'entretien de quartier, on est convaincu que ça se fera mieux si vous le faites avec des habitants. Donc bien sûr, ce besoin, c'est un besoin auquel nous, on peut répondre et sur lequel évidemment, on est pertinent. Donc c'est un peu tout ça qui fait qu'une régie se saisit d'un besoin d'activité. Et ce qui est intéressant, au-delà de ça, c'est que les régies, elles font ce qu'elles veulent. Il n'y a pas de logique de carcan sectoriel, en quelque sorte. Les régies sont des associations. Et donc, vous trouvez une régie qui, il y a un besoin alimentaire, fera un jardin partagé ou une épicerie solidaire. Il y a une problématique de mobilité, elle fera une auto-école sociale, un garage solidaire, un atelier vélo. Il y a une problématique de sociabilisation, elle fera un café associatif. Elle fera des dynamiques un peu festives sur le quartier. Elle fait ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut à partir du moment où il y a un besoin. Elle a un modèle économique qui réussit à financer l'activité. Et surtout, elle ne vient pas prendre la place de quelqu'un. Et donc, peut-être pour terminer là-dessus, c'est le dernier point ici, c'est que bien sûr, il y a un besoin, mais la condition, en fait, pour être légitime et pour, en fait, respecter un peu le pacte que vous avez avec les habitants des quartiers, c'est que si vous dites un jour, on va répondre à ce besoin, c'est que vous ayez la garantie que vous allez pouvoir y répondre dans la durée et de manière professionnelle et de manière pérenne, etc. Et ça veut dire que vous avez un modèle économique derrière. Donc, c'est vrai pour l'ensemble de la régie. C'est pour ça qu'on ne lance pas une régie si on sait que le modèle économique sera fragile et qu'en tout cas, la régie est à risque économiquement. Et c'est pareil pour une activité avec la spécificité dans les régies de quartier, c'est que parce qu'on est un peu sur du marchand, peut-être Dominique que tu peux mettre la slide d'après, parce qu'on est à la fois sur du marchand, ce qui est la partie gauche ici de ce que vous voyez principalement autour d'activités de gestion urbaine, et du non-marchand, principalement autour d'activités de lien social, de médiation, etc. Parce que vous êtes sur ces deux jambes, la spécificité du projet, c'est de dire on va essayer de faire que nos activités économiques viennent financer et équilibrer nos activités non marchandes qui répondent à des besoins hyper importants pour les habitants, mais sur lesquels on n'arrive pas à trouver de modèle économique. Et c'est bien ça, la valeur ajoutée du projet, c'est d'être un peu hybride et de dire le marchand aide à financer le non marchand. Et donc derrière, vous réussissez à répondre à des besoins de manière un peu pérenne, un peu dans la durée, etc. Récemment, il y a une étude de France Active qui disait, tiens, la durée de vie moyenne d'une auto-école sociale en France, c'est 5 ans. Dans le réseau, on a des auto-écoles sociales dans les régies qui ont une vingtaine d'années. Ce n'est pas parce qu'on est meilleur que d'autres, c'est parce qu'on a réussi à adosser la réponse aux besoins de mobilité au dispositif régie dans son ensemble. Et donc, oui, vous n'êtes pas dépendant d'une subvention, d'un appel à projet, d'un marché, etc. Et vous réussissez le jour où ça tangue à équilibrer et à compenser tout ça. C'est pour ça, et j'insiste beaucoup là-dessus, c'est qu'à partir du moment où on dit on vient pour répondre à des besoins, il faut que vous soyez en mesure de tenir un peu cette promesse et cette parole-là et que vous réussissiez en fait à le combler ce besoin de manière durable. En fait, c'est un peu ça le pari. Et c'est un peu ça, et je terminerai par là, c'est cette volonté d'être une éponge, c'est cette volonté d'être hyper fin et très réactif qui fait que les régies, elles innovent un peu en permanence. On estime qu'il y a à peu près 3 régies sur 4 qui, tous les 3 ans, lancent une nouvelle activité. Voilà, donc c'est parce que, justement, elles sont toujours innervées par ces besoins qui remontent du territoire. Et c'est ce qui explique aussi que plus de 90% des régies, au 20 mars 2020, étaient encore ouvertes et étaient restées ouvertes parce qu'elles s'étaient très vite mises dans une logique confinement. C'est évident que les besoins vont nous remonter et qu'ils vont être démultipliés. Donc, il faut plus que jamais qu'on soit là puisque c'est le fondement du projet que de répondre à des besoins d'habitants. J'espère que je n'ai pas été trop long. Un peu clair. Non, très bien, très bien. Merci. En tout cas, c'était très clair. Est-ce que de ton côté, Maria, il y a des questions qui sont ou une question? Non, ça ratifie ce que tu dis de la clarté du propos, n'amène aucune question. Alors, soit c'est très clair, soit c'est pas intéressant. C'est l'un ou l'autre. Prenons en effet le verre à moitié plein, le verre à moitié plein. Je ne pense pas qu'on soit dans le non-intéressant. C'est vraiment riche comme retour. Oui, tout Merci à fait. beaucoup. Tout à fait. Bon, pour
pour rebondir et pour aller sur la dernière partie, du coup, la partie réorientation inclusive, sécuriser, développer son activité en la transformant. Il s'avère que un projet dont la finalité est d'élaborer une nouvelle réponse à un besoin social peu ou mal satisfait. On l'a bien vu avec ce que vient de dire Tarek, un projet comme tel n'est pas incompatible avec un modèle économique pérenne, viable et rentable, bien au contraire. Le double résultat obtenu, social et financier, est réinvesti dans le projet et de plus, être à l'écoute des besoins sociaux émergents peut ouvrir de nouvelles perspectives d'activité. C'est ce que nous allons voir maintenant avec l'intervention de Nicolas Fescourt de Allage, du chantier d'insertion Allage, qui va nous parler de fleurs d'Allage. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que... Je ne sais pas si vous m'entendez ou pas. Très bien. Très bien. Ok. Eh ben, je suis Nicolas Fescourt, je pilote le projet Fleurs d'Allage au sein de l'association Allage. Allage, du coup, association qui a maintenant plus de 25 ans, qui est sur l'île Saint-Denis au phare et qui porte 10 chantiers d'insertion dans les espaces verts, un centre de formation et différentes actions liées à la nature en ville, par exemple un jardin d'insertion sociale et partagé à la Goutte d'Or dans le 18e et depuis 2018 Fleurs d'Allage qui nous intéresse aujourd'hui. Donc Fleurs d'Allage, c'est des fermes florales en parcours d'insertion et en fait on crée Fleurs d'Allage suite à des questionnements et des constats qu'on a en 2016-2017, les premiers étant qu'on était en réflexion sur les modèles économiques de nos chantiers d'insertion espace vert et que c'était exactement le même moment où il y avait un fort engouement pour l'agriculture urbaine en Île-de-France et en France. Et à ce moment-là, on fait un constat qui était qu'on avait un certain nombre de salariés en parcours d'insertion sur les chantiers espaces verts qui ont des savoirs expérientiels dans l'horticulture, dans l'agriculture, et que c'est des savoirs qu'ils ne peuvent plus mobiliser une fois qu'ils sont sur notre tissu urbain qui est extrêmement dense, et que, hélas, à côté de ça, c'est souvent des personnes qui sont définies par ce qu'elles n'ont pas, donc pas de santé, pas de compte en banque, pas de travail, etc. etc. Et donc, à travers un peu tous ces éléments, on avait envie de monter un projet qui soit un peu le médium, qui permette de révéler ces savoir-faire-là. Et en fait, tout ça, ça se caractérise un petit peu avec le parcours d'un salarié qui s'appelle Rustan Saroukian, qui était salarié dans un chantier d'insertion espace vert à Paris, qui a fait pousser des tomates dans une rainure de bitume de 2 cm de large en plein milieu de la porte de la chapelle, ce qu'on a trouvé assez incroyable. Et donc, on commence comme ça, en 2017, à lancer une production agricole avec des tomates. Entre-temps, en 2019, on acquiert un site qui s'appelle Lilo, qui est une ancienne friche industrielle de 3 hectares 6 sur l'île Saint-Denis, avec des qualités de sol qui sont impropres à la culture à visée comestible, parce qu'il y a c'est de la terre de remblai essentiellement, donc avec aucune vie à l'intérieur, il y a des poches de pollution, des choses comme ça. Et c'est comme ça qu'on arrive un petit peu à la fleur en cherchant des solutions pour cultiver sur ces délaissés urbains avec des propriétés qui ne permettent pas de cultiver des choses à visée comestible et qui soient un support permettant de révéler ces savoir-faire-là. Et en échangeant donc, avec Rustam et des salariés de l'association, on arrive à la fleur parce qu'il s'avère finalement que Rustam avait été horticulteur pendant 20 ans en Arménie. Donc, c'est vraiment né d'une coopération entre salariés en parcours d'insertion et salariés permanents de l'association. Aujourd'hui, Fleurs d'Allage, c'est 3 sites, c'est 3 fermes florales, donc 2 sur l'île Saint-Denis et une sur la Petite Ceinture dans le 17e arrondissement à Paris, ce qui totalise à peu près 5000 m² de production. On a 15 personnes en parcours d'insertion à 35 heures, donc 15 ETP, et on travaille avec un maillage de partenaires qui est à peu près de 40 fleuristes avec lesquels on travaille hebdomadairement, qui vont du fleuriste de quartier en passant par l'hôtel 5 étoiles et des palaces parisiens. Donc c'est assez divers et c'est assez chouette de travailler avec ces différents acteurs.
On distribue aussi auprès d'AMAP du territoire. Donc, une fois par mois, avec les paniers de légumes, les habitants et les AMAPiens bénéficient du coup des fleurs du territoire, et on développe de plus en plus la vente en direct, soit à la ferme florale, soit sur des marchés. Et donc, on est vraiment sur un circuit de production hyper court, parce qu'on coupe les fleurs de matin et on les livre en véhicule électrique sur un système de précommande dans la journée. Et on arrive en fait à une réorientation qui répond du coup à plusieurs besoins et enjeux du territoire, donc des besoins sociaux, donc avec les savoirs expérientiels et révéler ces savoirs, donc ce que je vous décrivais au préalable, également sur un besoin qu'on avait qui était d'avoir davantage, enfin, d'ouvrir davantage le secteur des espaces verts et les métiers des espaces verts, aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Et il s'avère que la fleur est un vecteur d'ouverture qui fonctionne très très bien là-dessus. Aujourd'hui, sur l'équipe, on est à peu près à 50% de femmes et 50% d'hommes, donc ça fonctionne bien là-dessus. On répond aussi à des enjeux environnementaux, parce qu'aujourd'hui, le circuit de la fleur mondiale est une aberration la plus totale, dans le sens où, quand on va chez le fleuriste, il faut savoir que 9 fleurs sur 10 sont issues de l'importation. Donc, elles auront été cultivées aux 4 coins du monde, avec des modes de production qui sont, la plupart du temps, peu respectueux des femmes et des hommes qui les cultivent, et également de la terre, parce que l'horticulture de l'agriculture, c'est la branche dans laquelle on épand le plus de pesticides, ce qui crée donc nécessairement au bout d'un moment des enjeux sanitaires. Il y a une étude du Monde diplomatique qui est parue il y a quelques mois qui tendait à montrer qu'on retrouvait, je crois, 40 substances toxiques interdites sur la peau des fleuristes qui travaillent les fleurs et une dizaine dans l'urine. Donc, il y a tous ces enjeux-là de production auxquels on veut répondre. Et également, je vous parlais de l'îlot tout à l'heure, la friche industrielle sur laquelle on s'est installé. Il s'avère qu'il y a beaucoup de délaissés urbains comme ça en Île-de-France. Et donc, la fleur apparaît ici comme une solution d'urbanisme transitoire qui permet d'avoir un impact écologique, parce qu'en cultivant les fleurs, on travaille les sols de ces friches industrielles, donc en faisant des apports de compost, etc. Et donc, on arrive en fait à reconquérir et à recréer de la biodiversité sur ces endroits-là. Par exemple, sur l'îlot, on retrouve enfin des vers de terre, des coccinelles, ce qu'on ne retrouvait plus du tout. Et donc, il y a tout cet enjeu-là qui s'intègre également au projet. Et donc, ça va avec une autre logique, et cette logique et ces enjeux économiques. La filière de la fleur française, et particulièrement francilienne, a été pas mal bousculée ces dernières années. Par exemple, c'est 4 horticulteurs sur 5 qui ont cessé leurs activités au cours des 25 dernières années, notamment faute de repreneurs. Pourtant, il y a un passé horticole qui est très fort en France et en Île-de-France. Par exemple, il y avait la tulipe de Gonesse qui était très, très connue. Il y avait tout le circuit du train de la rose qui remontait les roses de Mandres-les-Roses, enfin, du sud du Val-de-Marne, jusqu'aux Halles à Paris. Et donc, c'est tout un savoir-faire qui s'est perdu et qui a été délocalisé parce que, du coup, circuit mondialisé avec Alsmir, qui est la plaque tournante de la fleur en Hollande, avec tout le marché. Et donc, tout a été centralisé. Et notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment du coup de relocaliser cette filière, ces savoir-faire et cette production sur le bassin francilien. Et on reviendra là-dessus ensuite. Et enfin, dans notre activité principale, qui est, avant d'être horticulteur, d'être acteur de l'insertion, la fleur, c'est un support d'insertion qui est hyper intéressant à travailler, parce qu'elle permet en fait de maîtriser l'ensemble, de découvrir et du coup de se spécialiser plutôt dans l'ensemble du cycle du végétal, parce que du coup on apprend du semis de la graine à la culture, en allant parfois jusqu'à la réalisation du bouquet, et de plus en plus maintenant à la vente en direct. Donc comment est-ce qu'on achète dans un stand, comment est-ce qu'on commercialise les fleurs. Et donc ça nous permet vraiment d'avoir un travail sur tout ce champ des possibles pour retrouver un travail derrière. Et donc, c'est extrêmement intéressant sur ce pan-là également. Et après, c'est assez logique, mais la fleur, c'est un objet qui est extrêmement beau, qui est liant, qui est valorisant.
Et donc, sur des personnes qui sont assez fragiles, ça a plein de vertus qui sont assez incroyables. Et donc, ça en fait un support d'insertion qui a plein de bienfaits. Là, ça fait 2 ans qu'on a 100% de taux de retour à l'emploi sur le chantier, donc sur des métiers espace vert, sur des métiers de la floristerie. Et donc, voilà, c'est un support qui fonctionne bien. Et la particularité, je pense, de la manière dont on a un peu développé le projet, c'est qu'on a vraiment eu une approche de filière. En fait, notre objectif est vraiment de créer et de participer à la création d'une filière de la fleur française et francilienne qui soit davantage locale, inclusive, écologique. Et pour ça, en fait, on travaille vraiment avec l'ensemble des acteurs de cette filière. Donc, les fleuristes, les fermes florales, les pépiniéristes, de plus en plus des horticulteurs. Et donc, ces acteurs sont à la fois nos partenaires commerciaux, mais ils sont également garants de la mise en œuvre de ce projet collectif qui est de créer cette filière. Et donc, ça devient, au bout d'un moment, nos partenaires emploi, parce que c'est avec eux qu'on va mettre en place des périodes d'immersion, des stages, des partenariats sur de l'emploi. Et par exemple, là, on est en train de monter une formation comme ça, avec des fleuristes qui s'appellent Désiré Café, qui sont à Paris, et une autre ferme florale qui s'appelle Plein Air Paris. Et on monte une formation qui s'appelle De la graine au bouquet, qui va permettre à des demandeurs d'emploi parisiens et de Seine-Saint-Denis de se former sur notre ferme florale à Lage, puis à Plein Air Paris sur des techniques de production un peu différentes parce qu'elle est en biodynamie, puis sur les métiers de la fleur, avec comment est-ce qu'on fait du bouquet, comment est-ce qu'on vend des fleurs, comment on prépare un stand. Et l'objectif, c'est vraiment ça, c'est de permettre aux gens de découvrir ces nouveaux métiers de la fleur française et francilienne, et de pouvoir du coup se spécialiser progressivement dans un de ces métiers-là. Et je ne me rends pas compte du temps que je prends, mais peut-être pour conclure et pour vous donner un peu les perspectives de ce travail dans cette logique de filière, aujourd'hui, on a pour plusieurs objectifs, donc c'est toujours de créer plus d'emplois, donc on aimerait ouvrir une nouvelle ferme florale en Île-de-France. Et la deuxième chose, c'est qu'on est en train de travailler sur ce qu'on appelle la bourse locale des fleurs locales, qui serait un lieu qui serait co-construit donc avec les différents acteurs de la filière, et donc qui permettent d'agréger offres et demandes hyper locales sur de la fleur, de mettre en avant et en lumière les différents acteurs de la filière, donc fleuristes, horticulteurs du territoire, et bien sûr de mettre l'insertion au cœur de cette bourse locale, et de pouvoir donc découvrir de nouveaux métiers, de créer toujours plus d'emplois dans ces secteurs-là. Et enfin, notre troisième perspective de développement, c'est qu'aujourd'hui, on a un petit peu capitalisé quand même sur le fonctionnement d'une ferme florale en insertion. Et l'objectif, c'est de pouvoir, du coup, maintenant partager ces expériences-là et de les diffuser pour que on puisse créer d'autres fermes florales partout en France. Là, on accompagne un projet à Bordeaux comme ça. Et donc, voilà, on espère que ce soit ces différents types d'activités qui permettent de structurer cette filière et donc de donner, d'une part, plus de perspectives et que la filière puisse davantage inclure l'IAE dans sa manière de fonctionner. Voilà, j'espère que j'ai été clair, je ne sais pas. Très, très clair. Très bien, merci. En tout Super. cas, la culture des fleurs, support d'insertion très pertinent. Est-ce que Maria, je pense pas qu'il y ait beaucoup de mouvements dans le chat, Maria, c'est bien ça? Pas forcément. Je ne sais pas si les intervenants précédents étaient là, je ne l'ai pas forcément dit, mais il y a souvent des compliments aux différentes initiatives, en fait. Donc, ça a été le cas aussi pour Fleur d'Alage. Moi, j'avais une question. Je vois que Bruno lève la main pour en poser une, mais tant que je ne le vois pas, je ne laisserai pas parler. Je voulais poser une question à Nicolas. Est-ce qu'il y a des impacts du développement de Fleur d'Alage sur le fonctionnement de la structure en général? Est-ce que tu en vois, par exemple, des interactions avec le reste des activités ou en termes de parcours, des choses comme ça? Ouais. Alors, la première chose, c'est qu'initialement, on a imaginé
Fleurs d'Allage comme étant une suite de parcours. Donc, c'était pour des personnes qui avaient déjà passé 6 à 7 mois sur le chantier d'insertion espace vert et qui avaient envie de se spécialiser dans l'horticulture. Donc, ça a été un des premiers ponts qui s'est mis en place entre les deux activités qui sont donc complémentaires. Après, il y a des choses, des connexions qui se mettent en place sur l'activité. Ça va être par exemple comment est-ce qu'on arrive à faire des liens dans la fleuristerie. Donc, il y a beaucoup de feuillage qui est utilisé. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, nous, sur les supports espaces verts, on a beaucoup de tailles, de végétaux, des choses comme ça. Et il y a vraiment des liens qui se créent là-dessus. Donc, comment est-ce qu'on arrive à valoriser ces végétaux-là pour ensuite pouvoir en faire quelque chose dans le cadre de Fleurs d'Allage. Et donc, il y a des ponts qui se mettent là-dessus. Et puis, sur des réflexions de développement, on réfléchit beaucoup communément là-dessus, effectivement. Ouais. Je ne sais pas si je réponds à la question ou pas. Oui, complètement. Il y a Bruno qui souhaite prendre la parole. Oui, bonjour. Merci pour cette présentation, je la trouve très intéressante. Je voulais juste signaler un petit peu à l'Assemblée, à tout le monde, que recommander plutôt l'excellente newsletter du Graphi sur l'éco-circulaire, l'économie circulaire qui vient de paraître, qui est diffusée sur le site et qui a pour thématique, sur la dernière version, qui est parue la semaine dernière, toute une thématique sur la fleur. Toute la newsletter est construite autour du retour de la fleur en Île-de-France, avec différentes initiatives, dont celle d'Allage, qui est valorisée. Et je trouve ça intéressant, vous parliez de filière, vraiment de reconstitution d'une filière avec une dimension ESS, en quelque sorte, c'est-à-dire un certain nombre de structures IAE, il y a des chantiers, dont Allage, et puis un certain nombre d'initiatives ESS qui sont intéressantes et qui se regroupent dans des filières aujourd'hui pour faire revenir la fleur en Île-de-France. Je trouve assez spectaculaire. En plus, on est au printemps, ça fait plaisir. Et donc, ce que je trouvais intéressant dans l'article sur Allage, qu'on a produit, c'est le retour à l'emploi. C'est-à-dire que non seulement il y a la reconstitution d'une filière d'activité, mais vous le soulignez, il y a l'emploi, le lien que vous faites avec les fleuristes sur le reclassement, le développement des compétences, l'organisme de formation qui permet aux salariés en insertion d'aller vers l'emploi. Je voulais juste souligner cet élément qui me paraît important aussi aujourd'hui. Très Nicolas, bien. sur l'emploi, Nicolas. Je ne peux être que d'accord. Je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de pointer. Dans les belles initiatives comme ça, s'il y en a une que je peux citer, c'est Du Pain et des Roses, qui est une association pour le coup qui n'est pas dans le champ de l'IAE, mais qui forme des femmes en demande d'asile au métier de fleuriste. Et donc, il y a eu des jolis ponts avec cette association parce que du coup, dans le cadre de leur cycle de formation, elles viennent visiter les fermes florales. Et donc, d'une part, c'est toujours un moment qui est chouette parce que du coup, les personnes ont fait du bouquet et ont connu nos fleurs en composant les bouquets avec. Et ensuite, il y a tout ce moment où elles viennent voir comment est-ce que les fleurs sont cultivées. Donc, c'est toujours des moments d'échange qui sont chouettes. Et en plus de ça, ça crée des parcours qui sont hyper intéressants. On a une personne en parcours d'insertion qui était avec nous en 2019, qui est aujourd'hui fleuriste en CDI chez Du Pain et des Roses, donc qui forme maintenant des personnes. Et à l'inverse, on a des gens comme ça qui ont composé des bouquets, qui se sont rendus compte chez Du Pain et des Roses, et qui se sont rendus compte que finalement, ce qui les intéressait, c'était de cultiver des fleurs. Et donc là, on a 2 personnes comme ça de chez Du Pain et des Roses qui apprennent aujourd'hui à faire pousser des fleurs et qui vont d'ailleurs bientôt, soit une aller en stage et une qui a trouvé un emploi pareil en CDI. Donc, c'est hyper chouette comme initiative et comme connexion dans ces métiers liés à la fleur. Bien, merci. Merci. Merci, je pense que c'est tout pour les interventions, si j'ai bien suivi le chat. Et maintenant, je vous propose d'entamer la dernière sous-partie, dernière intervention consacrée donc aux dispositifs d'accompagnement aux porteurs de projets, des dispositifs qui existent bien entendu dans la région.
En effet, les dirigeants qui développent des projets d'innovation sociale ont des besoins d'accompagnement et de financement similaires à tout autre dirigeant de projet innovant. Donc, besoin d'appui dans les 4 phases du processus de création, émergence, expérimentation, diffusion, évaluation. Mais ils rencontrent malheureusement de nombreux freins en fait, liés à la spécificité de leur innovation, encore trop peu ou mal reconnus. Jonathan Leveugle, donc directeur de France Active de France, va maintenant pouvoir nous présenter l'offre d'accompagnement que France Active propose aux entrepreneurs sociaux pour leur permettre de s'engager dans des démarches de réorientation et de développement d'activités. Bonjour, merci Dominique. Bonjour tout le monde. Bonjour Maria Gabriela. Bonjour, bonjour Bruno. Merci pour l'invitation. Alors, effectivement, ce que je vous propose, vu que c'est la fin, j'essaie de faire le plus court possible voilà, pour pas vous prendre trop de temps. Là, l'idée, c'est de pouvoir vous présenter un petit peu comment France Active peut vous accompagner et vous financer dans le cadre de projets. Alors, je partage tout de suite les quelques slides que je vous propose de montrer. Alors là, plus spécifiquement, hop, excusez-moi. Voilà. En fait, effectivement, France Active, bon, que vous connaissez, je pense, assez bien maintenant, a développé avec le temps tout un tas d'outils financiers et d'outils d'accompagnement aussi qui permettent d'accompagner vos structures dans leurs projets de développement. Je ne fais pas un focus spécialement aujourd'hui là-dessus, mais je rebondis juste sur ce que tu viens de dire, Dominique. Depuis un an, on a lancé un fonds d'investissement pour des structures qui sont en création, qui ont moins de 3 ans et qui portent des projets d'innovation sociale, avec l'idée que ce sont des phases qui sont justement très risquées, sur lesquelles on va avoir peu de financeurs, très peu d'accès à des financements patients, et que notre but, c'est vraiment de pouvoir apporter ça à ces structures à partir du moment où elles ont dépassé un peu le stade de l'idée et qu'elles ont commencé à déployer voilà, les tout débuts d'un service ou d'un produit. Donc, c'est vraiment un investissement en fonds propres qui peut aller jusqu'à 200 000 € et qui se double par la suite d'un accompagnement sur le long terme sur les 3 à 5 premières années de la vie, parce que au-delà du financement, c'est cet accompagnement structurel que l'on souhaite apporter en participant à la gouvernance et donc en étant voilà, un acteur qui est présent, qui est assez fort et qui peut questionner sur la question de la stratégie, du modèle économique, de la réorientation aussi de l'organisation, mais pas que nous en tant que, avec notre propre expertise qui est peut-être forte sur la question économique et financière, mais qui reste aussi limitée sur les autres thèmes, et donc en mobilisant aussi d'autres expertises avec des personnes dont c'est le métier que de travailler sur les questions d'organisation, de stratégie, de communication pour accompagner les entrepreneurs et les porteurs de projets dans cette phase voilà, qui est vraiment importante de ces 3 premières années. En parallèle de ça, il y a aussi tous ces projets en développement que l'on peut avoir, notamment aussi dans le cadre de cette crise, parce que nous, on a voulu le contextualiser avec une relance. Voilà, une relance qui peut être liée à un souhait fort que de pouvoir aussi repenser son organisation, repenser son modèle économique et les produits et les services que l'on peut jusqu'ici proposer. Donc, bien évidemment, il y a toujours du financement qui est proposé. Moi, ce que je tiens juste à rappeler, c'est que de toute façon, aujourd'hui, on a pu déployer à peu près toute la palette d'outils financiers qui puissent exister. Je mentionnais les fonds propres, il y a de la dette, mais il y a aussi des outils plus court terme qu'on a pu déployer dans le cadre du prêt relève solidaire, voilà, qui sont vraiment des avances de trésorerie qui peuvent aller jusqu'à 100 000 € sur 18 mois. Et donc, aujourd'hui, je dirais qu'en partenariat aussi avec d'autres, on est normalement en capacité de pouvoir déployer un outil financier qui doit correspondre à votre besoin de court, de moyen terme, de besoin de financement patient ou de dette plus court terme, encore une fois. Mais là, le point que je souhaitais mettre en avant sur les 3 prochaines minutes, c'est vraiment un accompagnement que l'on souhaite pouvoir mener dans le cadre
de structures qui souhaitent justement, comme je le disais, repenser un petit peu leur organisation et développer de nouvelles activités dans le cadre donc d'un collectif Relance qui s'associe donc avec le prêt relève solidaire que je venais de mentionner à l'instant. Donc, ce qu'on propose aujourd'hui pour les structures qui le souhaitent, c'est à la fois de pouvoir faire un diagnostic flash sur la situation de la structure à un temps T, donc sur à la fois ses potentialités, mais aussi ses difficultés, dans le but que de pouvoir déployer ensuite une vraie feuille de route, des vrais prévisionnels sur un temps beaucoup plus long, c'est-à-dire au moins sur l'année, voire les 3 prochaines années. Bien évidemment, on doit pouvoir le mener avec ce que peuvent mener les autres réseaux qui sont aujourd'hui réunis autour de ce webinaire, et aussi des dispositifs plus larges et plus connus comme le DLA. Donc, plus spécifiquement, le collectif Relance, il a pour but donc, de réunir des acteurs qui participent en fait à l'écosystème de la structure, financeurs, partenaires opérationnels, gouvernance, salariés, voilà, bénéficiaires, dans cette volonté que de pouvoir réorganiser, repenser certaines activités lorsque celles-ci sont vraiment bien malmenées depuis plus d'1 an. Donc, le but, c'est bien évidemment d'être en bienveillance, d'avoir une diversité de points de vue pour s'adapter et trouver de nouvelles organisations. Donc, le but, c'est que nous, on puisse être soit facilitateur, soit un peu plus à la manœuvre si vraiment la structure ne sait pas trop comment faire. On s'adapte bien évidemment à l'entrepreneur, aux porteuses de projets. Et donc, d'évoquer toutes les problématiques qui sont liées à l'activité telle qu'elle est menée actuellement, mais rentrer plus dans le détail sur les problématiques fournisseurs, les problématiques d'achat, les problématiques bien évidemment de financement, pour trouver des solutions plus court terme et aussi plus moyen terme. Donc, court terme, comme je disais, nous, par exemple, en financement, on peut apporter jusqu'à 100 000 € à court terme. Mais bien évidemment, là, c'est terminé maintenant, il y avait le fonds résilience qu'on pouvait aussi mobiliser, mais les autres outils qu'on peut mobiliser en plus moyen terme. Et donc, réunir l'ensemble de ces acteurs pour trouver un peu un plan à court et moyen terme avec des actions. Donc, là, la posture, elle va s'adapter, comme je le disais, à la réalité de l'entrepreneur. Mais l'idée, c'est vraiment qu'on puisse passer beaucoup plus de temps que ce qu'on peut faire sur une demande de financement classique pour un projet de développement, mais qu'on puisse vraiment travailler ces préconisations et surtout être un intermédiaire, un facilitateur, notamment avec d'autres financeurs qui pourraient remettre au pot, notamment aussi avec les banques pour potentiellement desserrer les taux si besoin. Parce qu'on sait bien que des plans de relance ne peuvent se faire ou n'ont de sens que si à court terme, on n'est pas pris à la gorge. Donc, on souhaite, on fait cet intermédiaire lorsqu'il est demandé pour pouvoir donc faire en sorte que ce plan de développement puisse être bien mené. Donc, comme je le disais, bien évidemment, il se fait en lien et puis il s'adapte aussi à chaque fois à la réalité des autres dispositifs qu'on peut mener. Donc, on peut mobiliser des DLA sur des problématiques plus moyen terme, sur des enjeux qui peuvent être de l'ordre de l'organisation aussi, de l'ordre de la communication si besoin. En tout cas, sur des enjeux, des compétences beaucoup plus spécifiques que nous, on n'aurait pas et qui auraient besoin d'être travaillées. Avec vraiment l'idée qu'il y a une autonomie qui puisse être totale et retrouvée par le porteur, par l'entrepreneur. Et donc, juste pour terminer, bien évidemment, ça se fait en lien, comme je le disais, avec l'ensemble des parties prenantes de manière assez large, et notamment avec une mobilisation du conseil d'administration. Donc, on en fait peu, parce que ça prend beaucoup de temps, mais il n'y a pas de… Enfin, voilà, c'est ouvert à tout le monde. Aujourd'hui, on a pu mobiliser ce type d'accompagnement et de financement à hauteur de 5 projets.
sur l'ensemble du territoire. Donc, c'est pour ça que je leur fais aussi un petit focus aujourd'hui, parce que ce n'est pas une offre qui a vocation à être industrielle, mais qui est ouverte à tout le monde, hein. En tout cas, peu importe le territoire, vous pouvez mobiliser l'association territoriale France Active, qui va donc pouvoir donc vous accompagner dans cette restructuration et dans les plans de développement et adaptés, pardon, pour terminer à votre problématique. Voilà ce que je voulais dire en quelques minutes. J'ai vu qu'il y avait des questions que je vais prendre. Excusez-moi, parce que je suis en double écran, alors c'est toujours plus compliqué. Il y en a une, je peux te la lire, Oui. que tu retrouves. C'est Caroline de la CITR des femmes qui pose la question, quand tu évoques des entreprises, est-ce qu'il est possible d'avoir un soutien dans le cadre, par exemple, d'un projet d'évolution d'un chantier d'insertion vers une entreprise d'insertion? Oui, par exemple, totalement, oui. Quand je dis entreprise, c'est vrai que c'est pour pas dire qu'on les limite aux associations, en fait, hein. Voilà, c'est pour structure, en fait, hein, pour toute structure de l'ESS. Mais oui, c'est effectivement une possibilité que de pouvoir travailler cette question-là. Nous, de toute façon, l'objectif, c'est de pouvoir voir avec vous aussi, à la fois en termes de financement et d'accompagnement, ce qui est le plus pertinent. Et donc là aussi, on pourrait mobiliser un DLA et travailler avec, bien évidemment, Bruno sur cette question, quoi. On va pas, qui sont aussi experts de cette thématique. Mais oui, c'est tout à fait possible, oui. Super, merci beaucoup Jonathan pour cette intervention. Je vous en prie. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres questions, si j'ai bien suivi. Non, pas d'autres. Écoutez, sauf si, en attendant que d'autres questions